Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République a conféré hier avec les populations de Kindia au centre des entretiens les questions de développement de la région et les efforts en cours pour mettre le pays sur la route du progrès. Les travaux d'éclairage des capitales régionales et des CRD seront bientôt lancés. Les lampadaires solaires sont déjà arrivés sur le terrain. Le projet électricité pour tous préoccupe le gouvernement guinéen. Des équipements pour les brigades d'investigation criminelle, c'est un don de la coopération militaire française qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Après Zéré Kouré, le président de la République s'est rendu à Kindia. Les populations de la ville des Agrumes ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les questions de développement de la région de Kindia ont dominé les entretiens entre le président de la République et les populations. Voici le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Sanassi Keita et Doudou Traoré. Dans la cité de Manguekindi Camara, l'engouement est de taille. Ce lundi 5 août 2013, le président de la République est avec les populations de Kindia, ici dans cette grande salle de l'école normale d'instituteurs. Le maire de la commune urbaine de Kindia transmet ainsi au professeur Alpha Condé les messages de ces populations en ces termes. Monsieur le président de la République, les populations de Kindia, que j'ai l'honneur de représenter ici, soutiennent votre projet de société et sont prêtes à accompagner le gouvernement de la République de Guinée. Monsieur le Président, Kindia donnera toujours la leçon que le peuple de Guinée est un et indivisible. Aux populations de la ville de Manguekindi Camara, le message du président de la République est bien clair. Pour tout l'avoir qu'il a là, mais pour tout le monde qu'il a bien. Donc, nous ne pouvons pas pour tout là, parce que nous avons en fin 2015, Kindia va, Mamumba, là, créer une solution pour tout ce monde. On va tourisme développé fait. Au tourisme développement dit, Haoumo, c'est la case de la Ghana, voilà la marée, Haoumo et la Fala. Au mot cité du Niger Préoccupé pour le développement de la région de Kindia, le chef de l'État veut réellement connaître les besoins fondamentaux des populations. Besoins que professeur Alpha Condé entend résoudre progressivement en vue du développement de cette cité des Agrumes. Ministre quelqu'un. On a fait la nous va Kindia. Au Kindia qui est mort. Nous sommes vraiment au Rana Baïbé, nous sommes en Roma, parce que moi, je suis à ma place. Attends, nous sommes à la reine. Où est ma chérie? Où est ma présidente d'Israël? Avant donc de quitter la ville de Kindia, le président de la République, professeur Alpha Condé, a appelé ses citoyennes et citoyens à l'union et à l'entente tout en cultivant l'amour du pardon pour construire à l'unisson une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Les travaux d'installation des lampadaires solaires seront bientôt lancés dans les CRD. Les équipements sont déjà arrivés dans les localités bénéficiaires. Dans le même temps, les artères principales de certaines capitales régionales seront dotées des lampadaires double crosse. Le projet électricité pour tous préoccupe l'État guinéen, n'est-ce pas, Asman Toumani Camara? La réussite du projet d'éclairage public des villes de l'intérieur du pays est une évidence. Les artères principales des 33 préfectures sont à ce jour débarrassées de l'obscurité et les populations dans leurs activités socio-économiques ressentent les effets bénéfiques. La prochaine phase de cette opération consistera à installer des lampadaires solaires double crosse au niveau des autoroutes de certaines villes dont les travaux de construction de la voirie urbaine sont achevés. Et déjà, les matériels sont sur le terrain. C'est une question de jour. Donc c'est pourquoi on a déjà envoyé tous ces supports. À partir d'ici, maintenant, c'est facile pour nous de transporter dans les différentes CRD, en tout cas dans la zone de Farana et la zone de Zérekouré. L'autre étape importante de ce projet d'éclairage public sera l'implantation de ces lampadaires solaires dans les chefs-lieux des communes rurales de développement du pays. Le président de la République vient d'offrir encore à nos populations 200 lampadaires
pour la commune urbaine et des lampadaires pour toutes les CRD de la préfecture de Zéro-Corée. Moi je pense que ça c'est un acquis jamais réalisé dans nos collectivités. C'est un plus pour participer au développement de nos collectivités. Mais avant, une campagne nationale de nettoyage des lampadaires déjà installés et la formation des maintenanciers a couvert l'ensemble des préfectures du pays. C'est le cas de l'Abbé au cœur du Fouta-Yalon où les populations sollicitent l'augmentation du nombre de lampadaires. Toumani, merci pour ce reportage. Des équipements pour la gendarmerie nationale, c'est un don de la France à travers Laborex. Ces équipements visent à renforcer les capacités opérationnelles des brigades d'investigation criminelle. C'est le haut commandant de la gendarmerie nationale, général Ibrahima Baldé, qui a présidé la cérémonie de remise. C'était en présence de nombreux officiers. Un reportage de sergent Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Ces matériels destinés aux enquêtes criminelles sont octroyés aux brigades de recherche de la gendarmerie nationale par la société Laborex à travers la coopération militaire française. Un geste qui témoigne l'excellence des relations d'amitié existantes entre Conakry et Paris. Des loupes, finalement, qui permettent d'examiner des documents pour déterminer des faux documents, des billets de banque également. Vous avez ici ce qu'on appelle des porrelons en céramique. Des porrelons, ce sont des petits boîtiers avec comme des tampons encreurs, si vous voulez, qui permettent de prendre des relevés d'empreintes des personnes que l'on a avec soi et que l'on souhaite, sur lesquelles on souhaite vérifier les empreintes. L'acquisition de ces matériels renforce davantage la capacité opérationnelle de ces brigades, d'où la satisfaction du haut commandant de la gendarmerie nationale. Le matériel ici présent est un matériel moteur pour les TIC se trouvant actuellement au niveau de nos brigades de recherche. Mais il faut voir en ce matériel un symbole. C'est celui de la volonté des sociétés comme Laborex qui s'impliquent activement dans les initiatives de développement et de renforcement des capacités de nos unités. Aujourd'hui, avec la recrudescence du grand banditisme qui sème la terreur à travers le pays, il est important de créer les conditions nécessaires pour les brigades de recherche dont les agents viennent déterminer leur formation. Les membres du comité de pilotage et du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier étaient en concertation à Conakry. Objectif, examiner et adopter un programme de travail avant fin 2013. Ce programme vise à appuyer la Sogipami, société guinéenne du patrimoine minier. Le reportage est signé de Ablay Diallo et Cheikh Mabit Tissila. La Guinée est très reconnue par ses ressources minières et minéralières. Mais comment redynamiser ce secteur promoteur de l'économie nationale? Un souci majeur pour les acteurs miniers. D'où la mise en exécution du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. L'objectif principal, c'est de contribuer au renforcement des capacités des institutions, des différents départements clés qui sont impliqués dans la gestion des mines en République de Guinée. Les membres du comité de pilotage du dit projet se sont réunis autour d'une table pour examiner et adopter un programme de travail assorti d'un budget avant fin 2013. Il est focalisé sur l'élaboration des guides en vue d'une adhésion parfaite de tous les acteurs miniers guinéens. C'est une intervention qui vise les investissements, qui vise le fonctionnement, qui vise l'acquisition de certains équipements, etc. C'est la formation aussi pour pouvoir répondre justement aux besoins du secteur minier complètement rénové dans les années à venir. Première activité à réaliser, l'appui financier et technique à la Sogipami, société guinéenne du patrimoine minier. Cela à travers des voyages d'études et le recrutement d'un consultant pour redéfinir le rôle de la dite société. Après leur participation à l'atelier de restitution de la plateforme de veille de Dakar, les femmes de la coalition de Guinée se sont rendues à Bamako pour voir et apprécier le déroulement de la présidentielle au Mali et le fonctionnement de la salle de veille. La délégation guinéenne était conduite par Dr Makale Traoré. En Guinée, la salle de veille sera bientôt mise en place par la COFIG afin de superviser les législatives du 24 septembre. Safiatou Kondé ne fait le point. Ceci est une histoire de genre et d'élection.
Nous sommes en fin juillet à Bamako, jour du scrutin présidentiel. Cette date était très attendue par la population malienne, mais surtout par ces femmes qui décident de prendre la destinée de leur pays en main. Depuis cette salle de veille, elles supervisent et préviennent les anomalies électorales grâce aux observateurs nationaux qu'elles ont déployés sur le terrain. Si la plateforme c'est dans le sens d'apaiser les esprits, apaiser les cœurs pour que les élections se soldent très bien, c'est bien que ça se passe, il y a un engouement, tout le monde est sorti. Mais le véritable succès, c'est lorsqu'on aura les résultats et qu'ils soient acceptés par tout le monde. Comme le développement social même d'un pays, ça passe toujours par les femmes. Donc les femmes sont au début et à la fin. Donc en tout cas, c'est une très bonne, eux-mêmes au milieu. Donc effectivement, c'est une très bonne initiative, je les encourage beaucoup. À cette première expérience d'observateurs nationaux des femmes maliennes, la coalition des femmes et filles de Guinée, présidée par Dr Makale Traoré, est venue s'inspirer de l'expérience malienne pour les prochaines élections législatives en Guinée. Durant toute cette semaine, nous avons évolué au sein de cette salle de veille. Tous les jours, nous sommes là pour vraiment voir ce qui s'y passe, pour voir comment ça fonctionne, pour voir quelles sont les difficultés. Je crois que nous sommes aujourd'hui suffisamment outillés pour pouvoir vraiment dupliquer la même chose chez nous en Guinée. La plateforme de veille va s'installer en Guinée. C'est pour toutes les femmes de Guinée, les femmes rurales comme les femmes des cités. Pour ces femmes, le scrutin du 24 septembre doit être citoyen, car les élections non apaisées sont source de déstabilisation et de chaos pour les femmes et les enfants. La Guinée, dans les perspectives des élections législatives, les états-majors des partis politiques se mobilisent, de nouvelles alliances se forment. Un protocole d'entente a été signé ce mardi entre le club des Républicains CDR et le Parti de l'Espoir pour le développement PDN. Ce protocole s'appelle « Agir ensemble pour la Guinée ». Abdul Karim Kamara a suivi la rencontre. Devant ce parterre de journalistes, le Club des Républicains CDR et le Parti de l'Espoir pour le développement PDN décident de faire route ensemble. Une alliance fondée sur la base d'un centrisme constructif et un partenariat pour les élections en perspective en Guinée. Ce centre ne se positionne pas par rapport à l'opposition et au pouvoir. Ce centre se situe entre deux doctrines, l'une s'appelant libéralisme et l'autre s'appelant socialisme, communisme. En un mot, c'est le centre entre la droite et la gauche. Il faut partir de la réalité du terrain. Il faut analyser la sociologie de chaque région, pour ne pas dire de chaque préfecture, pour arriver à définir ce qui rassemble le maximum d'hommes autour d'un programme politique quel qu'il soit. Pour le porte-parole du CDR, cette alliance se veut régulatrice des extrémismes politiques en Guinée. L'alliance AEG, au-delà des aspects philosophiques tantôt développés, est une alliance qui se veut solidaire de l'opposition républicaine. Le cas du porte-parole de l'ADP et du collectif Aboubakar Silla, qui est déjà sur la liste de l'UFDG, a été aussi abordé. Le président du PEDN affirme que M. Silla est parti sans informer personne. Et Jean-Marie Doré de répondre que rien n'est gratuit en politique, mais tout est acquisition. En plus bref, lancement dans la commune de Matam des travaux de construction d'un grand marché public assis à Dabondi. La réalisation de ce marché s'inscrit dans le programme de société du gouvernement. Les populations bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'État, professeur Alpha Kondi. La femme de l'année 2012 vole au secours des personnes handicapées. Haya Kadiatou Ndiaye a offert hier lundi des denrées alimentaires aux handicapés de la grande mosquée Faisal. Le geste vise à soulager les bénéficiaires en cette fin de Ramadan. Une action encouragée. Les musulmans se préparent pour la fête de Ramadan. Malgré les difficultés économiques, les salles de coiffure, les centres de coiffure et ateliers ne désemplissent pas. Après un mois d'abstinence et de pénitence, les fidèles s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr avec allégresse. Reportage Ablaye Aziz Baldé, Mohamed Touré.
À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Fitr, les ateliers de couture et salons de coiffure ne désemplissent pas. La demande est forte et les responsables des ateliers affichent leur sérénité. Les clients nous envoient des habits, on travaille chaque jour. Nous faisons tout ici, seulement nous prenons du retard au niveau de la broderie parce qu'il y a beaucoup de monde. Après une longue attente, c'est au tour de Abibatou d'être reçue. Cette cliente déplore la hausse des prix de coiffure cette année. On paye beaucoup cette année, très dur par rapport à l'année passée. Cette fois-ci, c'est 25 000. Après 30 jours d'abstinence, les fidèles musulmans espèrent célébrer la fête de Ramadan en beauté. Conakry, à quelques jours de la fête de Ramadan, les marchés sont bondés de monde, les trottoirs sont occupés par des étalagistes, les véhicules ont du mal à se frayer un schéma, les embouteillages causent des désagréments aux usagers de la route. C'est le constat de notre reporter Tierno Maroufba Falilou Diallo. Circuler à Conakry de nos jours relève d'un exercice difficile. Le long des routes, les marchés empiètent sur la chaussée. Les véhicules ont parfois du mal à se frayer un chemin. Une situation qui provoque des bouchons au niveau des carrefours. Sur cette route, s'il y a des embouteillages, c'est parce que la chaussée est dégradée. Il faut que l'État vienne en aide afin de bitumer la route. 12 heures au rond-point de la tannerie, c'est pas une heure de pointe, mais les bouchons persistent. Les riverains et l'administration du marché accusent les travaux routiers de la transversale comme cause de ces embouteillages. Avant le début de ces travaux, les camions entraient à l'intérieur du marché. Maintenant, les camions n'ont pas accès à l'intérieur du marché compte tenu de l'exécution de ces travaux. Donc c'est pour débarquer dans le marché. Donc quand ces camions viennent garer, ils occupent la chaussée. Et c'est ce qui entraîne l'embouteillage là. Des points noirs que les autorités communales promettent de dégager pour restaurer la fluidité de la circulation routière. À Conakry, les embouteillages sont devenus un casse-tête interminable pour les usagers de la route. Dans l'actualité africaine au Sénégal, un navire a échoué au large du Dakar. Si aucune disposition n'est prise, ce navire risque de polluer l'environnement. Suivez ce reportage. Une forte odeur de gasoil à l'approche du bateau de pêche échoué non loin des côtes dakaroises. Ce tonnier espagnol circulant avec un permis de pêche mauritanien a brusquement fini sa route dans les eaux de l'île Vierge de la Madeleine, une aire marine protégée. Le navire aurait près de 45 000 litres de carburant dans ses réservoirs. Au village de pêcheurs de Soumbédioune à Dakar, à 4 km de l'île, tous redoutent une pollution de la mer. C'est un parc national. Bon, en plus de cela, c'est un lieu où tous les poissons viennent pour se reproduire. Si le gasoil arrive à se déverser dans ces lieux, bon, ça peut avoir un impact sur l'écosystème marin. Selon les organisations de protection de l'environnement, ce type de bateau ne devait pas naviguer dans cette zone protégée. Elles dénoncent des insuffisances dans le travail des services de surveillance de la mer. Greenpeace appelle l'État du Sénégal à ouvrir une enquête pour mettre la lumière sur cette affaire. Parce qu'il faut que l'État également prenne ses responsabilités pour que des zones pareilles soient efficacement protégées. C'est ce bateau-là qui a enfreint les règles internationales et je pense que nous allons faire des enquêtes pour voir quelles sont les raisons qui font que ce bateau est passé par ici. Mais je ne pense pas qu'on puisse en tout cas jeter quoi que ce soit sur les autorités, la surveillance, parce que c'est des bateaux de pêche qui étaient venus en tout cas se ravitailler pour retourner en mer. Je pense que là, c'est peut-être au bateau qu'il faudra demander des explications. Depuis 3 jours, la marine sénégalaise a entrepris une délicate opération de remorquage du bateau échoué sur des rochers entourant l'île. Les autorités prévoient également de vider les réservoirs du navire pour éviter le pire. En Tunisie, un référendum pour la poursuite de la transition a été évoqué par le chef du gouvernement. C'est à la suite des protestations de l'opposition. C'est le premier élément des nouvelles africaines sous forme de télégramme en images. Le chef du parti islamiste Ennahda au pouvoir en Tunisie, Rached Ghannouchi, a exclu toute démission du gouvernement sous la pression de la rue.
Partisans de l'opposition exigent la chute du gouvernement et battent le pavé dans la capitale depuis l'assassinat attribué à la mouvance salafiste de l'opposant Mohamed Brahmi. Le chef du parti qui dirige la coalition gouvernementale propose d'élargir le gouvernement actuel et de tenir des élections en décembre prochain pour sortir le pays de la crise. Rached Ghannouchi évoque aussi un référendum sur la poursuite de la transition post-révolutionnaire. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a été mis en liberté provisoire hier. Il était attendu à Abidjan cet après-midi avec 13 autres personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont son fils Michel, tous détenus après la sanglante crise post-électorale de 2011. Le responsable de la jeunesse du FPI, Justin Kouah, a aussi retrouvé sa liberté en attendant d'être jugé. Les procédures de jugement poursuivent leur cours pour les 14 personnalités et connaîtront leur dénouement d'ici la fin de l'année. C'est le deuxième accusé à être renvoyé devant la justice rwandaise par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Bernard Munyagishari a comparu hier devant un tribunal de Kigali. Selon l'acte d'accusation établi par le TPIR, il est poursuivi pour complicité de génocide, assassinat et viol et crimes contre l'humanité. Les transferts d'accusés vers les juridictions nationales font partie de la stratégie de fin de mandat du TPIR, qui doit terminer ses travaux au plus tard fin 2014. Au Japon, une cérémonie à la mémoire des victimes de la bombe atomique a été l'occasion de critiques acerbes contre la politique nucléaire du gouvernement. Pour mémoire, le 6 août 1945, la première bombe atomique a fait plus de 140 000 morts au Japon. Suivez ce reportage. Le nucléaire, une histoire douloureuse au Japon. Il y a 68 ans, la première bombe atomique de l'histoire ravageait la ville d'Hiroshima. Quelques survivants, des parents et de nombreuses délégations officielles se sont figés mardi à 8 h du matin, à l'heure où le 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay lançait la première bombe atomique sur le Japon, transformant la ville d'Hiroshima en un enfer nucléaire. Le bombardement avait fait 140 000 morts, suivi le 9 août par celui de Nagasaki, 70 000 morts. Cette attaque a précipité la capitulation du Japon et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une cérémonie de la mémoire, à l'heure où plusieurs pays sont encore tentés de se doter de l'arme nucléaire. Nous, Japonais, sommes les seules victimes dans l'histoire de la bombe nucléaire. Nous avons une responsabilité particulière pour construire un monde dénucléarisé. Notre devoir est de continuer à rappeler au monde l'inhumanité de cette arme. Dans le même temps, le gouvernement de Shinzo Abe continue de promouvoir le nucléaire civil au Japon comme à l'étranger, exportant son savoir-faire dans le monde, une politique critiquée par une partie de la société civile japonaise. Les discussions que le Japon mène actuellement avec l'Inde pour lui céder des technologies nucléaires sont sans doute bonnes pour les relations économiques entre nos deux pays. Mais cela peut aussi relancer la prolifération nucléaire dans le monde. Peut-être une coïncidence, une autre cérémonie se déroulait à Yokohama dans la baie de Tokyo avec la mise en service d'un navire porte-hélicoptère, le plus grand bâtiment de guerre lancé par le Japon depuis 1945. Ce navire de 248 mètres est un signe clair du réarmement du Japon. Il intervient dans un contexte de tension croissante avec le grand voisin chinois. Douleur, recueillement et consternation. Retour chez nous pour parler du sport. Beaucoup de jeunes sportifs guinéens évoluent à l'étranger dans plusieurs disciplines. C'est le cas d'Ousmane Dramé qui évolue dans le championnat universitaire des États-Unis. Notre reporter Kadiatou Traoré l'a rencontré à Conakry. Suivez ce reportage. Nombreux sont les jeunes Guinéens qui s'affirment sur le plan sportif hors du pays. Parmi eux, un jeune basketteur qui évolue aux États-Unis d'Amérique. Grâce à ses talents de basketteur, doublé de son courage pour les études, il a obtenu une bourse d'études de 4 ans à CUNY Park University dans l'état de Connecticut, dont il porte les couleurs. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé là-bas en 9e année. Et puis on m'a donné une bourse pour aller à l'université quand j'étais en 12e année. Maintenant, c'est après la 12e année maintenant que j'ai reçu une bourse pour aller à l'école là, CUNY Park University. Ils m'ont donné une bourse parce qu'ils m'aimaient beaucoup, ils aimaient comment je jouais. Maintenant, c'est la bourse là, ils payent tout pour moi à l'école.
la bourse là qu'ils m'ont donnée, ils ne pouvaient pas me donner si j'ai pas étudié, si j'ai pas de bonnes notes et tout ça là quoi. Donc ils vérifient tout ça, mais si ça vient après le basket quoi. Donc quand ils vérifient le basket, ils voient que tu peux jouer et ils veulent que tu joues pour eux. Maintenant, ils regardent les choses académiques. Aujourd'hui, ce jeune est pressenti à évoluer dans le NBA. Grâce à ses prouesses et son engagement, les recruteurs ne cessent de le contacter. Cependant, Ousmane Dramé serait très heureux de porter les maillots de notre équipe nationale de basketball. Une manière pour lui de défendre les couleurs de son cher pays, la Guinée. Page noire. Avant de refermer cette édition, la dépouille de Mohamed Jo Camara, chargé de sécurité du CELI national de Guinée, est arrivée cet après-midi à Conakry. Vous voyez donc en image. Le corps a été accueilli par les parents, collaborateurs, amis et sympathisants. C'était en présence du ministre en charge des sports. La dépouille de Mohamed Jo Camara sera exposée demain au palais des sports du 28 septembre à Conakry avant son inhumation au cimetière de Cameroun. Paix à son âme. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.